vraiment rasé gratis. Je vous conseille la lecture de l'excellent texte de Pierre Lévy qui s'appelle Cyberculture, publié en 1996, rapport à la Commission européenne, où il n'a pas changé d'un poil, puisque maintenant il est prof au Canada, où notre ami philosophe, élève de Michel Serres, va nous décrire que à l'orée des années 2000, avec l'explosion du web, nous allons nous retrouver dans une société où il n'y aura plus de guerre, où la famine aura disparu, où le problème écologique ne se posera pas parce qu'on se baladera avec des patinettes électriques un peu partout. Vous voyez qu'on est loin du compte. Sauf que le texte, c'est un rapport à la Commission européenne, que ce rapport à la Commission européenne va nous donner Lisbonne et les textes européens. C'est pas une petite affaire, hein. Cette phase-là, elle s'imprime. Deuxième phase très importante pour arriver à celle qui nous concerne en fait. Je vais rester sur l'Internet, sur le web que vous connaissez aujourd'hui. La phase de massification. 94, François de Closet, que vous connaissez tous, en général je suis obligé de le présenter à mes étudiants parce qu'ils ne le connaissent plus, mais vous voyez de qui c'est, présente à la télévision française le web. Donc il a un gros ordi, il a une souris et il clique et on voit apparaître derrière lui immédiatement la photo de Sharon Stone, vous connaissez tous, peut-être pas les plus jeunes. Bon, c'est pas neutre non plus, ça, en termes de genre, etc. Donc, immédiatement, la totalité des pères de famille devant leur télévision se précipitent pour aller acheter un PC, un routeur. Ils vont lutter pendant des heures pour configurer le PC et le routeur. Vous vous rappelez de tout ça, la tchouing, zi, etc., etc. Ils ont noté l'adresse où télécharger la photo de Sharon Stone. Ils cliquent et on voit apparaître les cheveux de Sharon Stone avant le fatal erreur ou le network outcome, enfin bref. On assiste là, en phase de massification, à un taux de pénétration de la technologie à 2 chiffres par an, c'est-à-dire qu'en gros, on passe de 10 à 20, à 30, à 40, etc., etc. Mais en même temps, les imaginaires se dégonflent parce que la technologie n'est jamais à l'endroit où on nous l'a vendue. Elle n'est jamais totalement mirifique. Enfin, il y a un côté où les aspects très fantasmatiques de la phase d'innovation se dégonflent dans la phase de massification. Nous arrivons à une troisième phase qui est celle de la banalisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour l'Internet fixe. On a aussi la chance d'avoir eu le baromètre, je vais vous passer 2-3 chiffres, le baromètre Crédoc vendredi dernier, donc voilà. La phase de banalisation, c'est quoi? Pour l'Internet fixe en tout cas, c'est la protection des données, c'est la privacy, c'est des questions d'éthique, des questions, on commence à parler d'énergie, on change de discours, on considère que la technologie qui nous entoure est devenue un environnement. Nous sommes dans la phase de banalisation depuis quelques années déjà, hein. Nous sommes dans la phase de banalisation de l'Internet fixe. Nous sommes dans la fin de la massification de l'Internet mobile et je vous le démontre. Je vous le démontrerai tout à l'heure. Voilà, je reviendrai sur les chiffres. J'avais deux autres choses à vous dire sur cette socialisation-là. Elle passe aussi par des mots et des concepts. Donc le premier concept, c'est clairement le concept de fracture numérique. Alors, je reste là-dessus. On est vraiment en phase d'innovation. L'intérêt quand on fait de l'anthropologie des techniques, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'aller gratter très profondément, on trouve les sources en ligne. Le premier à avoir parlé de Digital Divide, c'est Bill Clinton dans un discours à Knoxville en 1996. Petit repère historique. 92-93, Tim Berners-Lee et Jacques Caillot libéralisent le web que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire l'Internet qui nous entoure aujourd'hui. 2 ans après, le président des États-Unis nous dit quand même on ne peut pas laisser tout un pan de la population de l'autre côté de la fracture numérique, de la Digital Divide. Il y a 4% de la population américaine qui est équipée connectée. Ça veut dire qu'il est en train de nous raconter qu'il ne faut pas laisser 96% de l'autre côté de la Digital Divide. C'est quand même assez curieux, on essaye de gratouiller le truc et on se rend compte que non. En fait, lui, il pense aux enfants afro-américains des quartiers, etc., parce qu'il y avait déjà eu des textes autour de ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de compléter
le projet d'expansion de l'Internet comme marché du point de vue des Américains, ce qui va devenir aujourd'hui les GAFA, vous voyez de quoi je parle quand même, hein, dès 1996, en disant finalement, l'Internet, enfin l'objectif naturel de l'Internet, c'est d'arriver à 100%. Hein, on est sur une espèce de projet comment dire, je ne vais pas dire totalitaire, mais on est quand même sur une vision du développement de l'Internet qui pose quand même un certain nombre de questions et qui va avoir la vie dure jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle assemble des visions sur finalement la stigmatisation de certaines populations avec un projet politique et économique qui est complètement d'une autre envergure. C'est à peu près clair ce que je vous dis, hein? Si vous n'hésitez pas à m'arrêter, voilà. Donc, pareil, je ne fais pas beaucoup enfin, ça demande d'énormes développements, mais je reviens sur les travaux marsouins. En 2012, on fait une étude sur les non-usagers de l'Internet en Bretagne. On suit, le Crédoc est à sa 17e année du baromètre national. Nous sommes à notre 15e année, ce qui veut dire que vous avez à disposition aujourd'hui des données sur vos territoires qui peuvent remonter, on va dire, presque la généalogie des usages et des usagers de l'Internet. À certains moments, on fait des focales avec les marsouins, et là, on avait un focal non-usage. On s'est rendu compte que, finalement, les catégories classiques qui sont les seniors, qui étaient les seniors et qui étaient les actifs modestes et les faibles revenus, sont toujours là, on va dire, âge et capital social, hein, qui se joue, sauf que ce qui nous est remonté directement au visage, c'est que 65% des personnes interrogées sur leur non-usage de l'Internet nous disent on n'utilise pas l'Internet parce qu'on est isolé socialement. Et dedans, il y a des jeunes, il y a des personnes âgées, mais il y a aussi des gens dans les territoires ruraux, il y a des familles monoparentales, enfin il y a tout un tas de faisceaux qui fait que finalement, la fracture numérique, c'est une construction idéologique qui masque complètement la question des inégalités. Et que cette question des inégalités, vous avez absolument à la prendre en compte dans toute sa complexité et on va dire dans toutes les spécificités de ces situations. Je continue et je reviens au contemporain, puisqu'on a eu la chance vendredi dernier. Donc tous les ans, l'ARCEP, maintenant l'Agence du numérique, confie au Crédoc un baromètre. Et ce baromètre, en gros, c'est une enquête par quota qui est relativement stable et solide et qui nous décrit un certain nombre d'éléments. Élément très très important, Internet fixe, 85%. L'année dernière, Internet fixe, 85%. L'année précédente, Internet fixe, 84%. L'année précédente, Internet fixe, 83,5%. On est bien dans la phase de banalisation de l'Internet fixe. Nous n'irons pas plus loin. Ceux qui ont été plus loin, c'est les Coréens du Sud, qui sont à 87%. Donc vous voyez, il y a une limite à, on va dire, une technologie. Celle-là, c'est l'informatisation Internet, mais il y a une limite à la technologie. Et vous voyez qu'on passe à d'autres technologies qui sont donc dans d'autres phases de socialisation. Là, on n'est pas loin de la fin de la massification de l'accès à Internet mobile. Donc quand je vous dis ça, c'est pas tout à fait neutre dans des questions de non-recours, d'accès aux droits, etc., etc. Donc juste, je vous donne des repères. Je vous laisserai le PowerPoint, mais je pense que François ou quelqu'un d'autre d'Ascoria, il faut diffuser le rapport complet de l'ARCEP. Il y a toute une déclinaison sur les inégalités, dont j'ai tiré quelques éléments pour cette séance. Donc, smartphone continue sa progression. On arrive à 73%. Voilà, je pense qu'il faut prendre ça comme une construction de normes, c'est-à-dire que dans très peu de temps, on va avoir une différenciation fondamentale entre ceux qui continuent à utiliser de manière, comment dire, hybride l'accès à l'Internet fixe et l'accès à l'Internet mobile. Vous verrez que ça a des conséquences aussi en termes d'identification sociale, enfin de capital culturel et de capital social.
Autre élément qui est important pour vous aussi, c'est que effectivement l'administration numérique qui a longtemps stagné dans les dernières années est en train de progresser de manière assez radicale depuis 3 ans. Donc c'est quand même pas rien. Il est assez clair que toutes les procédures, on va dire, de guichet unique, tout le travail sur les portails, c'est pas encore parfait, mais pour prendre une illustration, puisqu'il y a des collègues de la CAF et des collègues de Pôle emploi, nos travaux sur les accès CAF et les accès Pôle emploi, on va dire d'il y a 4-5 ans, étaient quand même beaucoup plus inquiets, entre guillemets, enfin décrivaient des processus d'exclusion assez immédiate de portails qui n'étaient pas du tout, comment dire, banalisés, enfin, qui ne rentraient pas dans la tête des... C'est encore là une question d'environnement et de socialisation. Des inégalités qui subsistent. Alors, dans la question des inégalités, il y a la question encore de l'âge. Mais sachez quand même que lorsqu'on analyse finement les chiffres, on s'est rendu compte que ce sont les anciens qui ont fait grimper les derniers chiffres jusqu'à 84%, puisqu'on sait rétrospectivement que ça fait un moment que, puisque c'est la population de plus de 12 ans, on sait que ça fait un moment que les 18-32 ans sont équipés à 100%, ça fait au moins 5 ans. Donc vous voyez que c'est d'autres catégories qui vont s'équiper. On en parlera si... enfin, je ne veux pas trop non plus... étendre, mais on a des travaux précis sur les plus jeunes. C'est pas trop du côté des plus jeunes que ça se passe. Sur les dernières années, ça a été les anciens. Mais on arrive à une limite avec les anciens, c'est le 4e âge. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où effectivement, en cas d'hospitalisation, en cas de précarisation, en EHPAD, c'est peut-être pas la principale préoccupation que de se connecter à Internet. Donc vous voyez qu'on est en train d'avoir une population d'anciens qui sera fondamentalement incompressible, et puis il faut arrêter l'acharnement numérique, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il y a un moment donné où ça présente plus du tout d'intérêt d'essayer de pousser les gens à aller sur Internet, quoi. Donc, voilà. Sur les questions d'âge, il y a quand même cette question-là. Deuxième question, niveau de diplôme, on est en train de travailler à ces questions de médiation, on en reparlera tout à l'heure. C'est encore déterminant, mais c'est plus déterminant sur les questions d'usage. Et là encore, je vous donnerai une illustration. Il y a un vrai effort à faire, c'est-à-dire que les classifications internationales, est considéré comme internaute quelqu'un qui s'est connecté dans la semaine précédente. Sauf que se connecter sur Facebook ou être capable de rendre un devoir collectif en classe de seconde avec une multi-activité en passant par un poste fixe, ça n'a strictement rien à voir. Donc vous voyez, il faut qu'on rentre dans le fond. Et troisième phénomène qui est important, et je vous le cite parce qu'il est invisible en général au champ social, aux travailleurs sociaux, c'est les déconnexions volontaires. C'est-à-dire que nous arrivons aujourd'hui à une forme de justification. On trouve ça chez les zadistes, on trouve ça chez certains étudiants de Rennes 2, on trouve ça chez des militants ultra-écolos, on trouve ça dans le mouvement vegan. Enfin, on trouve tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on va avoir des techno-militants de ces mouvements-là et des déconnectés volontaires. Sauf que clairement, ce n'est pas un petit pourcentage. Ça commence à être important. Le spécialiste de la question sera lundi, je vous en parlerai tout à l'heure. Lundi à Rennes pour la soutenance de thèse de Marianne, c'est Francis Jory-Guibéry. Il a étudié les Pyrénées, il a étudié le Cantal. Vous voyez bien que les territoires, par rapport à la tradition écologique, etc., sont déterminants. La plupart des jeunes qui sont dans ce type de migration volontaire vers les montagnes ou vers les campagnes sont plutôt des militants du no-techno. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. C'est-à-dire qu'eux, ils ont toutes les compétences cognitives pour les utiliser. C'est vraiment un choix de vie et ça fait partie des choses. Ça veut donc dire, si on prend ce chiffre-là, que les 15% de non équipés connectés qui restent, c'est pas 15% de pauvres. Hein.
Voilà, il y a quand même à regarder ça de manière plus attentive, territoire par territoire. Dernier point, assez clairement, l'enquête Crédoc le décrit, puisqu'il y a tout un tas de questions sur les motivations, sur comment vous vous projetez avec Internet, est-ce que vous pouvez l'adopter ou non. On voit bien que les questions de légitimité, c'est-à-dire se sentir légitime à utiliser ces technologies-là seul, ou accompagné, ou avec le capital culturel, donc lié plutôt à l'éducation, qui va bien, ça commence à faire on a des catégorisations là-dedans. Je l'ai mis sur PDF, les chiffres sont dans le rapport de l'ARCEP, je les avais sur mon ordi sous le truc, mais là je les ai pas, mais clairement, on a des pourcentages importants de gens qui disent assez clairement, je crois que c'est 36%, mais là je vous le dis vraiment de tête, il y a 36% des personnes, il faut aller vérifier le chiffre, qui disent qu'on a besoin d'un accompagnement en dehors des cadres fonctionnels, c'est-à-dire en dehors du travail ou en dehors de l'école, et ça repose vraiment au premier plan la question de la médiation numérique. On a vraiment un travail important à faire là-dessus. Je continue, combien il me reste de temps ? Une bonne heure ? T'as mangé ton temps, donc... j'ai déjà mangé mon temps. C'est que du bonus. Ah bon. Très bien. Ça, c'est juste, je vous le laisse. Ça, c'est cette idée que nous développons à Rennes 2 avec les Marsouins, qui en a marre de faire des travaux de recherche qui s'arrêtent, et puis on arrête 2 ans, et puis on redémarre. On essaye de tout articuler. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on pense que les questions d'éducation sont tellement importantes pour l'e-inclusion, et que les questions d'inégalité éducative et sociale sont tellement importantes pour l'éducation qu'on travaille les deux sujets ensemble avec les mêmes équipes. C'est-à-dire que je pense que c'est important que des gens qui travaillent avec les personnes à la rue, exemple ici Marianne Trénoir qui va soutenir sa thèse lundi sur des questions, et c'est aussi pour ça que j'avais pris une petite note sur ses principaux résultats, puissent aller ici dans le Living Lab collège-lycée qu'on est en train de développer avec la région Bretagne, et que les mêmes qui travaillent collège-lycée puissent aller dans le Living Lab de Désir, développement d'un enseignement supérieur innovant à Rennes dans le supérieur, qui est une logique d'interconnexion des projets de recherche et de mutualisation des méthodologies. Je pense que notre expérience Living Lab, qui est en train de s'installer vraiment, va vous servir à partir du moment où on est dans des logiques de lab global. Nous, on a un vrai travail scientifique de formalisation de ces méthodologies. Je pense que les échanges vont être importants. Donc voilà, vous imaginez bien que j'ai des tas de choses à vous dire là-dessus. Donc je redescends peut-être sur la question de l'e-inclusion. La question de l'e-inclusion, c'est la question de l'exogène ou de l'endogène. Et je pense qu'effectivement, si on regarde, si on essaye de conceptualiser l'e-inclusion, on se retrouve avec cette idée qu'il s'agit des interactions endogènes avec les systèmes socio-techniques. Alors, je vous donne une illustration tout de suite, celle de Marianne Trénoir, le principal résultat de la thèse de Marianne Trénoir. C'est de dire que globalement, les jeunes à la rue vont utiliser les technologies pour faire trace, pour essayer de continuer à se structurer une identité, on va dire, par pièces disparates. Je vous donne une illustration. Les jeunes qu'elle a enquêtés ont une dizaine de comptes Facebook. Une dizaine. Alors que vous savez que accéder à leurs données personnelles quand on est travailleur social, c'est pas aussi simple que ça. Et sur certains comptes Facebook, il y a leur nom et leur prénom et leurs images. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là ? Ils font trace pour survivre, c'est-à-dire qu'ils laissent des traces d'eux pour une éventuelle famille, et cette éventuelle famille y répond ou non. Et dans le éventuelle famille, il y a pas mal de familles qui répondent, parce que ce sont des familles complètement éclatées. Et vous avez par exemple le poids des mères qui réapparaît sur les pratiques numériques. Et c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que globalement, on a des mères qui interviennent sur les murs Facebook, qui ne sont jamais dans le quotidien de ces jeunes, qui portent une culpabilité absolument terrible. Et on voit
comment elles interviennent, toujours de biais. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas des Facebook ordinaires, ce que je suis en train de vous dire. Hein, voilà. Je prends juste cette illustration-là. Donc, en fait, Marianne a identifié que ce qui était vraiment fondamental par rapport aux pratiques numériques, c'était pas tant les compétences des jeunes que la manière dont ces pratiques numériques étaient reçues dans l'entourage. Hein, y compris par nous, hein, y compris par les travailleurs sociaux. Donc il y a aussi cette fonction-là. Mais clairement, il y a une espèce d'identité numérique qui, pour ces jeunes-là, va prendre une importance absolument gigantesque. En sachant que je dis pour ces jeunes, et j'ai tort, puisque entre vous connaissez les classifications un peu générales des personnes à la rue, zonards, galériens et... c'est Dubé ça, hein, zonards, galériens et clochards. Les clochards n'ont pas de pratique numérique, ils sont dans la sidération. Les punks à chiens et les zonards ont plein de pratiques numériques. Vous voulez savoir comment nourrir une tribu de chiens avec d'excellentes croquettes gratuites, vous trouvez ça sur Internet. Vous voulez savoir comment voyager dans toute l'Europe à l'été, vous trouvez ça sur Internet. Donc ils ont une vraie vie, mais vous savez qu'en même temps, ils revendiquent la rue. Donc vous voyez, c'est absolument cohérent. La catégorie dont je vous parlais, c'est les galériens. C'est des gamins qui sont marqués par le placement, qui sont marqués par l'éducation spécialisée, qui sont marqués par l'éclatement comportemental. C'est les gamins qui font les gros titres des journaux puisqu'il y a des symptômes, etc. C'est ceux qui ne revendiquent pas la rue et qui vont avoir des pratiques numériques excessivement significatives de l'état de maintien de soi dans lequel ils sont. Une très belle thèse, hein, je vous invite à venir si vous pouvez. C'est un peu compliqué, je vous préviens, de la veille pour le lendemain, mais je pense que Marianne fera un certain nombre d'interventions et de conférences à la suite de ça. Donc, ça c'est sur le plan peut-être conceptuel. Ça, c'est sur le plan politique, c'est l'idée non pas de lutter contre la facture comme idéologie, mais de prendre en compte les inégalités numériques comme des inégalités faisant partie des inégalités sociales, culturelles, je sais pas, alimentaires. Enfin, on est dans un continuum et le numérique a sa place, mais n'est pas, englobant tout ça. Et ce qui nous renvoie, nous, à une démarche scientifique totalement systémique. Ma dernière trouvaille, c'est SMS, c'est systémique, multiscalaire, situé. Toutes les questions numériques sont systématiquement des questions de système, d'organisation, hein, de groupes un peu complexes. C'est toujours multiscalaire, c'est-à-dire qu'il y a toujours un niveau qui va de l'usager au GAFA, en passant éminemment par les territoires. Enfin, la question du diagnostic numérique de territoire est une question centrale pour les travaux que vous menez, parce que toutes les situations doivent être analysées comme des situations individuelles, des interactions individuelles. Et pour ça, il nous faut, on va dire, des recherches qui documentent les trois niveaux. Hein, et là, c'est vraiment les découvertes Living Lab dernier. Enfin, on est sur le show de notre activité. Comment on fait? Et on en parlera tout de suite après. Donc, j'avance un petit peu parce qu'on peut. Voilà. À quoi ça sert de conceptualiser? Ça sert effectivement à sortir du tout numérique, de l'idéologie dont on parlait tout à l'heure avec Clinton, etc. Systématiquement, quand je fais des interventions comme ça, il y a des tas de gens qui me regardent avec un air complètement dépité, qui me disent « Ben oui, mais contre les GAFA, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Eh bien, contre les GAFA, qu'est-ce qu'on peut faire? Réinventer le numérique territorial. Je veux dire, c'est non pas parce qu'ils avaient l'intention de bouffer toute la planète qu'ils se sont mis à faire ça, c'est parce qu'ils jouent entre eux. Et que pour le moment, personne ne propose une alternative. Les logiciels libres restent dans leurs environnements. Toutes les tribus de geeks que je peux rencontrer sont relativement, autonomes. Hein. Il y a du mal à faire rentrer tout ça. Il y a un vrai travail à mettre à distance, à situer l'inclusion dans des questions d'inclusion sociale du moment. C'est plus important de savoir où on en est sur un territoire globalement avant de réfléchir au numérique que de faire l'inverse. Hein, voilà.
Et donc, la situation, ça rejoint le travail de Marianne sur les SDF, mais je peux vous garantir que le travail de Véronique Lechêne sur les personnes en situation de handicap, le travail de Michael Lemantec sur les demandeurs d'emploi, enfin, une grande partie de mes doctorants et des jeunes chercheurs qui ont travaillé ces champs-là en arrivent à la même situation. Il y a une socialisation des technologies qui se fait dans l'histoire et dans l'environnement. Et donc nos propres parcours, ils sont objets d'émancipation ou de stigmatisation en fonction de l'environnement, d'où toute l'importance du travail collectif que vous êtes en train de mener. Voilà. Juste, voilà le so what, hein, donc la suite. C'était juste pour conclure là-dessus, et puis on peut échanger. Donc il y a une petite information qui est cachée dans cette vignette. C'est que je suis éducateur spécialisé de formation initiale et que j'ai fini ma formation MIT, donc c'est quand même un peu hybride, vous voyez, je suis bon. La journaliste de Lien Social de juin dernier, ils ont fait un dossier complet sur les questions d'inclusion et elle a commencé à avoir pas mal de doutes, donc elle est venue me chauffer. Elle est venue, mais vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Ben, ça donne ça. Ça donne effectivement qu'un travail essentiel, c'est de déconstruire les représentations collectives que nous avons sur les technologies numériques. Moi, j'appelle ça le pouvoir de renforcement, en référence à Serge Tisseron. Pour moi, les usages des technologies ont 3 pouvoirs spécifiques. Quand on m'a demandé longtemps, mais par rapport à d'autres technos, le numérique, c'est quoi? Ben, globalement, le premier pouvoir, c'est le pouvoir de renforcement. Une fois sur 2, on me demande d'intervenir, de moins en moins, je trouve que ça circule, mais on me demande d'intervenir sur des thématiques du type les jeux vidéo rendent-ils les enfants violents, pour ou contre Facebook, voilà. Et c'est les parents ou les enseignants qui me demandent des choses comme ça. Et les travailleurs sociaux, le contrôle social, j'ai assisté quand les collègues de prévention de Fougères avaient fait leur premier travail sur le Facebook d'un club de prévention. Il y avait le président de l'association, etc., qui n'était pas vraiment d'accord avec eux. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'image de la structure de l'association, etc. Puis eux qui étaient « mais oui, mais c'est vachement intéressant pour découvrir des choses ». Donc il faut arriver à dépasser ce pouvoir de renforcement des représentations. C'est-à-dire que le numérique a tendance à nous pousser à être pour ou contre, à être du côté lumineux ou du côté obscur de la force, pour prendre les grandes mythologies qu'il y a derrière. Et effectivement, si nous, on veut travailler avec, il y a vraiment une prise de distance à avoir. J'ai pris ça du pouvoir des images de Serge Tisseron, et Serge intervient mardi prochain à Bréquigny, pour ceux qui sont là. Voilà. Deuxième pouvoir, le pouvoir de dévoilement, c'est typiquement ce que je viens de vous raconter sur le travail de Marianne Trénoir, c'est-à-dire que si on observe des technologies, on est dans une perspective de fait social total à la Marcel Mauss, on voit à travers l'état du système éducatif, l'état des inégalités dans un territoire, et ça ne nous exonère pas, justement, c'est à partir du moment où on constate des choses liées au numérique, il faut aller chercher ce qu'il y a derrière. Enfin voilà, hein, un vrai pouvoir de dévoilement, et ça se fait aussi sur les pratiques individuelles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui laissent des traces, Marianne l'a vraiment démontré sur les SDF, qui sont des traces très importantes, la médiation téléphonique sur les sites Internet, comment démêler le besoin de discuter, je pense aux personnes âgées. Vous savez qu'il y a des travaux très précis sur le fait que les personnes âgées vont faire leurs courses au moment où il y a le plus de monde possible. Et on assiste tous les jours à des interactions du type la petite mamie qui n'arrive pas à prendre son truc dans le fond du chariot, justement pour voir s'il y a quelqu'un qui va l'aider. Et il y a toujours quelqu'un, enfin en tout cas en Bretagne, bon, dans notre quotidien, il y a toujours quelque chose qui se resocialise dans ces moments-là. Pour le numérique, c'est la même chose. Ce que Michael avait constaté sur le travail sur Pôle emploi, c'est que le premier site Pôle emploi et les premières bornes Pôle emploi installées dans les halls Pôle emploi étaient tellement stigmatisants pour les plus démunis, pour les plus loin de l'emploi, qu'ils n'y allaient pas du tout. Ils se sont réfugiés dans les espaces publics numériques où il y avait du café, des animateurs sympas, etc., etc. On est exactement là-dedans. Ce pouvoir de dévoilement-là, il peut être à la fois collectif et individuel. Et troisième pouvoir qui est vraiment très, très important, c'est le pouvoir de lien. C'est-à-dire que globalement,
s'il y a une chose qui caractérise les cultures numériques aujourd'hui, c'est la capacité de se mettre en réseau, la capacité de créer du lien. Sauf que, pour le moment, il est relativement exclusif. On a un gros travail à ENR là-dessus qui s'appelle Capacity, sur comment le pouvoir d'agir avec le numérique est ventilé dans la population. Ce qu'on constate toujours, c'est que si on n'y prend pas garde et si on ne fait pas d'efforts, les populations qui vont utiliser au maximum le pouvoir d'agir numérique, c'est les CSP++ des centres-villes, majoritairement, ça continue à être majoritairement des garçons. Enfin, on est quand même, il y a des questions de genre, il y a des questions sociales, il y a des questions d'habitat, il y a des questions de capital culturel, etc. Et c'est pas derrière nous, ça. Quand je dis c'est pas derrière nous, je vais vous donner une illustration. Isabelle Collet, ma collègue de Genève, qui est la spécialiste du genre sur ces questions-là, a décrit très précisément dans ses travaux que lorsque l'imaginaire du féminisme issu des années 70 et l'imaginaire numérique des années 80-90 étaient ensemble, les filles ont gravi les marches des formations informatiques jusqu'à atteindre 40-45% dans les écoles d'informatique des années 80-90. Elles ont disparu à l'arrivée de l'Internet. Disparu. Alors, pourquoi ? Le travail sur le pourquoi, ça a donné un travail très réflexif et très intéressant. L'idéal féministe avait disparu, c'est-à-dire qu'en même temps qu'elle faisait l'informatique, il y avait d'autres femmes qui grimpaient des montagnes, d'autres femmes qui faisaient des transats, d'autres femmes qui devenaient gendarmes, générales, enfin, etc., etc. Donc il y avait une prise des positions masculines volontaires, et l'informatique faisait partie de ça. Ça s'est complètement dilué dans une recomposition, finalement, des idéaux féministes du début des années 90. Je suis en train de vous raconter que le numérique n'y est pour rien. C'est-à-dire que globalement, c'est un autre processus qui s'est mis en jeu, et je le vois avec nos étudiants aujourd'hui. La situation aujourd'hui, c'est qu'à Rennes 2, si on travaille sur la médiation numérique, on a la moitié de filles en étudiantes. Je me promène à Rennes, à l'IFSI, dans les écoles d'ingé, etc., etc. Si vous en rencontrez une par promotion, c'est vraiment le maximum. Et c'est un vrai drame pour les profs et les maîtres de conf et les enseignants des écoles d'ingénieurs qui sont Quinca ou Sexta, qui ont vécu la première période, que de voir qu'il n'y a plus du tout de filles. Et je vois bien qu'elles n'ont pas les codes pour pouvoir réinvestir ça, parce que c'est devenu banalisé et que les filles utilisent le numérique de manière différenciée par rapport aux garçons encore aujourd'hui. Donc vous voyez, là, je prends juste un exemple. Voilà. Et peut-être dernier point, il y a la question du social business dont on parlera tout à l'heure. Ne faut pas se méprendre sur ce que je raconte. Je travaille avec des EdTech, je travaille avec des startups. J'ai aucun problème pour faire... Alors, je voulais rebondir sur la structure qui fait de la conception centrée. Je ne sais pas s'ils sont là. Non, ils ne sont pas là. La troisième vidéo de tout à l'heure. Ouais, la troisième vidéo de tout à l'heure. Ils font de la conception centrée utilisateur. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que nos expériences de Living Lab ou de Lab comme les vôtres nous fassent de la conception centrée utilisateur située. La conception centrée utilisateur, c'est on met en expérimentation des usagers et on conçoit des interfaces et des logiciels pour que ça fonctionne. Il manque la dimension dans la vie réelle, en live, voilà, que nous, on peut apporter avec les logiques Living Lab, c'est-à-dire qu'on rentre dans des co-conceptions qui prennent des grands groupes, qui s'appuient aussi sur des stats, enfin voilà, qui ont... Et les collègues, en tout cas à Rennes, les collègues d'un certain nombre d'entreprises, de start-up, les collègues de Rennes 1 et des écoles d'ingé sont très sensibles à ça. Ça n'a rien à voir avec les GAFA. Il y a d'autres gens qui prennent la même logique que Google, Amazon, Facebook, etc., et qui arrivent dans notre champ, c'est ce que j'appelle le social business, qui arrivent dans notre champ en vendant du mirage, en disant « demain, je fais un site pour sauver... vraiment, on est dans ce vocabulaire-là, hein, pour sauver 3 ou 4 000 demandeurs d'emploi. Ce n'est pas les technos qui sont en jeu là-dedans. C'est effectivement, on va dire, le positionnement éthique, le positionnement axiologique qu'il y a derrière. D'où mon coup de gueule dans lien social. Donc, je vous le conseille, le dossier est plutôt bien foutu. J'arrête là. Voilà, je vous ai parlé des 3 pouvoirs, donc voilà. Il y a une petite biblio que je vous laisse, hein, légère, et ça, c'est que les 3 dernières années. Le bouquin sur la fracture numérique est épuisé, je vous laisserai en Creative Commons, puisque voilà, et puis il y a d'autres revues. Voilà, Wally. Merci Pascal. De rien. Merci Pascal.